cette deuxième analyse de l'Histoire fait son cinéma, c'est un film français que nous allons tenter d'éclairer avec le projecteur de l'histoire. Ce film, le Jeanne d'Arc de Luc Besson, sorti en 1999, est peut-être le plus ambitieux du réalisateur après le cinquième élément. On y retrouve d'ailleurs dans le rôle titre l'actrice d'origine ukrainienne Milla Jovovich, qui livre ici une performance frôlant l'hystérie, globalement bien reçue par la critique qui reconnaît l'audace du réalisateur. Luc Besson, doté d'un solide budget approchant les 60 millions d'euros, environ 390 millions de francs à l'époque, nous livre un impressionnant spectacle d'aventure épique. Passant des scènes de bataille à des moments intimes et dramatiques avec aisance, tout est réuni pour scotcher le spectateur. Les comédiens principaux et même la mêlée des seconds rôles ne font jamais fausse route dans leur interprétation. Malgré les quelques scènes mystiques mêlant des effets spéciaux approximatifs et le jeu à la limite de la folie de l'actrice principale, ce film est dans l'ensemble assez réussi. Si Luc Besson prend le parti de ne pas trop s'éloigner de ce que nous avons appris des livres d'histoire, la réalité historique est, vous allez le voir, tout autre. Tout ça ressemble en vérité un peu trop à un conte de fées. Nous allons donc voir ce qui peut être apporté comme éclairage pour être plus réaliste. Tout analyser, tout décortiquer et tout comparer serait bien trop long et trop complexe. En effet, c'est encore aujourd'hui un sujet qui continue de créer le débat. C'est pourquoi nous allons comparer simplement les événements et les personnages majeurs du film de Luc Besson. Le film nous montre rapidement les origines de Jeanne. Elle est présentée comme une pauvre petite bergère, image fausse puisque son père était en réalité un notable de Domremy, sa ville natale. Et elle ne gardait les bêtes que occasionnellement. Domremy, qui d'ailleurs n'était pas situé en Lorraine, mais dans le Barrois, un territoire fidèle au dauphin Charles, futur roi de France. Cette image d'Épinal a d'ailleurs été diffusée du vivant même de Jeanne d'Arc. Dans la mentalité médiévale, les bergers étaient considérés comme des bons sauvages, tellement simples qu'ils pouvaient voir Dieu facilement. Dans une société profondément religieuse, cette image est très forte. On nous montre également les visions de Jeanne, où elle entre en contact avec Jésus en personne. Or, elle n'a jamais affirmé avoir vu le Christ directement, mais l'archange Saint Michel et Sainte Catherine entre autres. Le film fait l'impasse sur un tournant très important de l'aventure de Jeanne d'Arc, son passage devant le capitaine du château de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt. C'est à lui qu'elle a raconté ses ambitions pour le royaume et clamé son inspiration divine. C'est également à lui qu'elle doit son passe-droit pour aller rencontrer la cour du roi de France et poursuivre sa mission. On assiste ensuite à l'arrivée de Jeanne devant le dauphin Charles au château de Chinon. Cet épisode est fondateur dans la construction de la légende. On assiste à un véritable miracle. Elle reconnaît le dauphin malgré le fait qu'il soit caché parmi la foule de partisans. En vérité, la rencontre a déjà eu lieu quelques jours auparavant, en toute intimité. Le dauphin voulait être bien sûr de ses intentions, et surtout ne pas être humilié encore plus devant des partisans déjà très en proie au doute sur l'avenir du royaume. C'est pourquoi cette reconnaissance miraculeuse n'a été finalement qu'une mise en scène pour convaincre tout le monde de la légitimité de Charles et du caractère divin de Jeanne d'Arc. Le dauphin Charles, tout d'abord, est bien décrit. Fils de Charles VI, le roi fou, le dauphin est écrasé par des rumeurs de bâtardise et rongé par le doute sur sa légitimité à gouverner le royaume. Yolande d'Aragon, donc la belle-mère du dauphin, avait autant d'influence sur son gendre que ce que l'on peut voir à l'écran. C'est bien elle qui a insisté pour que la jeune fille soit reçue à la cour et écoutée. Son influence dans cette histoire paraît en réalité bien plus grande. Elle a sans doute vu en Jeanne l'opportunité de redonner espoir à une cour à la limite de l'effondrement. Et c'est également elle qui suggéra l'idée de l'examen clinique et théologique pour vérifier que Jeanne était bien l'envoyée de Dieu. Elle contribua largement à conférer à Jeanne une dimension quasi sacrale et à diffuser cette idée partout dans le royaume pour que tous la voient comme l'espoir qui sortira le royaume du chaos. Les capitaines qui entouraient le roi, que l'on voit assez grossiers, bons vivants et pour certains assoiffés de sang, paraissent aussi bien réalistes. Gilles de Rais, par exemple, est resté comme le premier serial killer de l'histoire de France, pour ainsi dire. La Hire avait déclaré qu'un pillage sans incendie, c'était comme une andouillette sans moutarde.
Ils aimaient véritablement faire la guerre et donc tuer. Pour ce qui est des batailles et des sièges des bastions anglais, Jeanne a vraiment convaincu les capitaines, qui n'étaient pas n'importe qui, d'attaquer sans attendre et presque sans réfléchir. En réalité, Jeanne ne commandait pas véritablement les troupes. Son étendard galvanisait les combattants et l'effet bien réel qu'elle a sur le mental des soldats a conduit à des victoires essentielles dans la reconquête du territoire. Pour minimiser sa déroute, le duc de Bedford, commandant des forces anglaises, lui attribuait plus tard le rôle de véritable chef de guerre, la qualifiant de limier du diable, et lui donnait déjà la réputation d'une hérétique qui sera plus tard un des chefs d'accusation lors de son procès. Le couronnement du dauphin, qui par ce sacre efface tout questionnement sur sa légitimité divine, est assez juste. Jeanne était bien présente au premier rang, affublée de son étendard blanc et or. Le roi Charles VII avait tenu en personne à ce qu'elle ait cette place. Enfin, la chute, la capture et le procès de Jeanne d'Arc sont aussi bien présentés. Ses réponses, son arrogance et sa justesse touchent et font douter ses juges. Elle étonne tout le monde, au point qu'une grâce lui est proposée. Mais son entêtement et sa faute, porter des habits masculins en prison pour éviter les viols, la condamna définitivement. Comme beaucoup de personnages historiques, les théories foisonnent sur ce destin hors du commun. On pourra en citer une, la plus courue, qui affirme que Jeanne d'Arc n'est jamais morte sur le bûcher. Dans divers témoignages, on voit apparaître beaucoup de fausses Jeanne d'Arc les mois qui suivirent son exécution. En dehors des personnages et des événements majeurs, on notera quelques incohérences et raccourcis historiques présents dans le film. En voici quelques points. L'affrontement ne se résume pas à France-Angleterre comme le film semble le montrer. Les Anglais, même si on exclut leur allié bourguignon, rassemblent aussi Aquitains et Normands. La scène où Jeanne fait tourner les talons à toute l'armée anglaise est bien plus complexe que ce qu'en montre le film. Les Anglais arrivent le dimanche devant Orléans et se mettent en ordre de bataille pour une sorte de barreau d'honneur. Les troupes d'Orléans font de même, mais Jeanne défend à sa propre armée d'engager le combat un dimanche, ce qui était une faute grave au Moyen-Âge. D'autre part, dans le livre du film qu'il a rédigé, Luc Besson justifie une simplification de l'héraldique en bleu et blanc. Croix des Armagnacs, fleurs de lis décolorées façon drapeau québécois, contre le rouge et le noir, rendant très foncé le bleu des armoiries anglaises. Ceci pour mieux distinguer les camps et éviter le multicolore des blasons. Il y aurait encore beaucoup à dire au sujet de Jeanne d'Arc, ses secrets ont sans aucun doute été emportés avec elle, dans les flammes du bûcher, même si, vous l'avez compris, cette histoire, et même l'histoire officielle, n'a pas fini de nous livrer de nouveaux éclairages.